Je me lance. Bien, alors je me lance. Vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Merci encore, Delphine et Sandrine, pour votre invitation et votre accueil. Alors, je préviens tout de suite, les 25 minutes que vous allez voir là maintenant sont placées sous le signe de l'échec, et notamment l'échec à écrire cette communication, qui au départ s'intitulait « Retour sur la commission des Zingers, le cas de Nora Durst ». Alors pas échec à l'écrire au sens « je ne l'ai pas écrite », au sens « je l'ai écrite, je l'ai réécrite, je l'ai réécrite ». Encore hier à 1h30 du matin, j'étais en train de la réécrire. Au bout d'un moment, je me suis dit « non, mais ça ne va pas marcher comme ça ». Il faut que... Et donc je vais partir en total impro, et j'y vais sans paniquer. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais j'ai mes notes sous mes yeux. À la base, je comptais... J'avais tout un truc de prévu. Je comptais me présenter en tant que Laurent Bavard, membre de la CEPAFO, la commission d'enquête paradimensionnelle sur les anomalies fictionnelles objectives, la CEPAFO. Et je comptais mener une analyse du discours, du récit de Nora Durst à la fin de la série, en mode commission des Zingers. La commission des Zingers, c'est une commission de scientifiques et philosophes réunis au sein du monde fictionnel au début de la série. On les voit rendre le résultat et dire qu'ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé, et on ouvre sur cette, ce que j'appelle une incomplétude manifeste. Il y a on en parlait aux dernières journées de Leftovers, le monde de Leftovers, c'est comme un beignet ou un bagel avec ce trou au milieu, et le monde est conçu comme ça. Il n'est pas censé être plein au milieu, il est construit autour d'une incomplétude qui est manifeste au sens où tout le monde fictionnel orbite autour de ça. Il se construit autour de ça, et toute l'intrigue se construit autour de ça. Et donc j'allais être en mode analyse très scientifique, très scientiste presque du discours de Nora Durst, pour décréter, ce que finalement, je pense tous plus ou moins compris, c'est qu'il y a de fortes chances que son récit soit je ne vais pas dire mensonge, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas voyagé dans le monde des 2%. Je vais le tourner comme ça. Et ensuite, il y avait un moment prévu dans le dernier terme de la com où, d'ailleurs, j'avais prévu d'amener d'autres lunettes pour jouer sur le character overall, pour me présenter comme un jumeau maléfique, avec une petite défamiliarisation. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, je parlais de cet élément sur lequel je reviendrai. Character overall, c'est la substitution du personnage. On garde le même acteur, la même actrice, mais on substitue une identité à une autre. Par exemple, c'est le double, le jumeau maléfique, la possession démoniaque. C'est le ravalement complet d'identité qui provoque une défamiliarisation, notamment sur le long terme dans les séries télévisées. Donc je voulais jouer sur ça, me présenter en tant que mon jumeau maléfique, et ensuite être en mode, dans le dernier tir, en mode no-nonsense, en mode Nora Durst, let's stop pretending, et parler véritablement de mon rapport à la série. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais stop pretending, il fallait que je fasse depuis le début, et que je ne me lance pas dans une petite histoire avec un faux personnage, et que je parle véritablement alors pas forcément du problème, mais en un sens de l'obsession que j'ai un petit peu avec le récit de Nora Durst à la fin, et pas forcément parce que je me demande est-ce qu'elle raconte la vérité ou est-ce qu'elle raconte un mensonge, mais plus pour ce que les deux signifient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais pas encore lu ce livre que j'avais feuilleté à la librairie. Je n'osais pas le lire parce que je savais qu'on ne serait pas du tout dans les mêmes cadres référentiels, avec Paco et Sarah notamment. Vous voyez des choses que je ne vois pas, parfois que j'ai l'impression d'échouer à voir parce que peut-être je suis plus terre à terre, trop rationnel. Il est vrai que, en tant que narratologue, spécialiste du récit, moi mon focus, comme j'en parlais déjà hier, c'est la structure du monde fictionnel. J'aime bien arriver devant un monde fictionnel comme devant une maison et en faire l'expertise. Mais alors là, il y a 4 murs ici c'est fichu comme ça, parce qu'il me semble que ces structures spatiales et temporelles où se déploient les intrigues sont aussi importantes que les intrigues elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le world building, la conception du monde. Donc forcément, quand je suis confronté à un monde comme celui de The Leftovers, et à la possibilité que Nora ait pu résoudre et pu nous donner la clé de l'énigme en nous disant ben voilà ce qui s'est passé, il y a eu cette séparation, il y a 90% de la population qui allait d'un côté, 2% qui allait de l'autre, et voilà les deux mondes qui en ont résulté. Forcément, je suis assez fasciné.
notamment parce que, Paco Messara, vous en parliez, notamment toi Paco, il y avait cette idée tu mentionnais des pistes narratives qui sont lancées dans tous les sens comme ça, et qui parfois n'ont pas forcément d'issue. Moi, il y a des choses qui m'obsèdent dans le monde de The Leftovers, comme par exemple les explosions de gaz qui projettent des plaques d'égout, et les fissures qui sont présentes à Mapleton, saison 1, et à Jardin, saison 2. Oui. Je me dis, il y a un truc quand même là, oui. à des centaines de kilomètres. Et voilà, c'est ça. C'est le fracking. C'est le fracking, exactement, c'est le fracking. Oui, donc c'est l'action humaine qui provoque maintenant les tremblements de terre. Les tremblements de terre ne sont plus d'origine naturelle, ils sont d'œuvre de l'humain. C'est ce qui est donné à Jardin, en plus, on nous dit c'est le fracking, effectivement. Il y a ce parallèle intriguant qui est effectivement la lecture anthropocène, maintenant que vous l'avez sorti, je ne peux plus ne pas la voir, j'avoue. C'est un petit peu comme hier, quand c'est une scène, Parfait, parfait. Maintenant, je regarderai The Leftovers au travers de ce prisme, mais c'est vrai aussi que The Leftovers, pour moi, la fin, pour le coup, je n'utiliserai pas non plus forcément le terme de happy end, mais elle me semblait lumineuse parce que je ne l'ai pas lu du tout selon le même mode de lecture. Je ne me suis pas approprié le monde fictionnel de la même façon que vous. Et c'est ça un petit peu qui m'intrigue. Et c'est un petit peu ça le thème de ma communication. C'est comment, en tant que narratologue, donc techniquement en tant que scientifique, qui est censé quand même donner des preuves de ce qu'il avance, des preuves qu'on peut infirmer, qu'on peut décrédibiliser, dont on peut dire non, elles ne sont pas valides. Comment on parle plus ou moins objectivement de la structure non-fictionnelle quand forcément, et notamment avec les séries, on a un rapport sur le long terme qui tient de l'émotionnel, et notamment au sens de David C. Giles, son entretien des relations parasociales avec les personnages. On est dans une relation à sens unique, puisque les personnages ne sont pas forcément conscients qu'ils ont une relation avec nous, c'est une relation à sens unique, mais c'est une relation qui est aussi forte que les relations qu'on peut avoir avec les véritables êtres humains dans le monde réel. Et il se trouve que, moi personnellement, le personnage auquel je me suis tout de suite identifié, ou du moins attaché, c'est Nora Durst. Parce que Nora Durst, elle est un petit peu comme moi sur certains aspects, elle est en mode no bullshit. Elle aime, quand des gens prétendent avoir vécu des secondary departures, donc des disparitions après celle du 14 octobre, effectivement elle est là. Alors un peu, elle y va franco, hein, effectivement, avec la photo de l'homme sur le pilier. Elle veut montrer à tout le monde que non, elle sait la vérité et arrêter de raconter des conneries. Mais elle me rappelle par certains aspects un comportement que j'ai pu avoir. Il faut dire que dans les mauvais jours, je suis plutôt athée, j'avoue. Dans les bons jours, je me sens plus ou moins agnostique. Je me dis bon, on ne peut pas savoir. Dans les mauvais jours, je suis en mode Nora Durst dans le series final, c'est-à-dire quand la nonne lui dit je prierai pour le retour de tes oiseaux, il lui dit don't waste your breath. Ne perds pas ta salive. Et parfois dans de très bons jours, alors je ne sais pas exactement comment le décrire, pas forcément, c'est même pas déiste, c'est juste bon, ok, il y a peut-être quelque chose. Mais j'avoue être assez, pas forcément fermé, mais j'ai énormément de mal à approcher ce spectre d'analyse. Je suis plutôt orienté vers, pour le coup, les sciences dures, et l'approche théorique, l'approche rationnelle, l'approche pragmatique, qui va chercher vraiment le fond des choses, et qui essaie d'avoir les preuves les plus objectives et solides possibles, ce qui est parfois difficile quand on se lance dans l'exploration d'un monde fictionnel, notamment comme celui de The Leftovers. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, la façon dont Nora, qui généralement débunk toutes les tentatives d'arnaque, toutes les tentatives d'explication complètement farfelues de la disparition, est séduite par l'hypothèse proposée par l'équipe des docteurs Eden et Baker, si je me souviens bien, avec cette fameuse machine qui est purement science-fictionnelle. Là, pour le coup, on est dans un autre cadre d'explication, un autre cadre de référence. On le sent presque déjà dans la saison 2, lorsqu'elle est au téléphone avec les scientifiques, qui commencent à lui parler du Lansing Effect, qui la rendrait responsable de la disparition de sa famille. On comprend aussi pourquoi elle accepte cette explication. C'est parce que, du coup, elle porterait le poids de cette disparition, elle porterait le poids du péché, exactement comme lorsqu'elle met les colliers de perles autour d'elle.
elle le croit jusqu'à ce qu'on lui annonce que c'est parce qu'elle serait possédée par le démon Azrael. Et là, par contre, elle raccroche en mode ok. Mais le Ladder pour Low Amplitude Tessinger Radiation est plus convaincant pour elle. En fait. Il y a le côté science-fictionnel, et il y a le côté aussi, il y a le côté Terminator, il y a toute l'esthétique de la science-fiction qui est convoquée dans cette fabuleuse scène où elle se recroqueville dans ce qui est une sphère pour être téléportée. Enfin, c'est la téléportation temporelle dans Terminator, où les gens apparaissent recroquevillés sur eux. C'est tout à fait ça. Donc c'est fascinant de la voir presque commencer à y croire, pour de vrai. Surtout que, c'est quand même... on le sait, que bombarder les gens avec des neutrons, c'est pas forcément une très bonne idée. Et pourtant, l'hypothèse... ce que propose, parce que c'est l'acteur Mark Linn-Baker, qui avait prétendu disparaître avec le reste du casting de Perfect Strangers et qui en saison 2 est retrouvé caché à Mexico, c'est Linn-Baker qui est le point d'entrée de Nora, qui lui explique donc qu'on aurait détecté des radiations neutroniques qui pour lui sont issues notamment des accélérateurs de particules et des réacteurs nucléaires. Linn-Baker ne précise pas d'ailleurs que, et ça c'est une hypothèse qui m'intrigue, qu'on a aussi des radiations neutroniques dans le rayonnement cosmique. Donc la disparition pourrait être tout simplement une espèce d'aberration cosmique. Une vague de neutrons est passée et 2% de la population juste disparaît. Ça pourrait nous arriver, bon, je pense qu'on craindrait tous. Il n'y aurait pas juste 2% de la population qui disparaîtrait. Mais ça pourrait nous arriver. Il y a aussi autour de tout ça toute l'esthétique morbide du Ladder, et notamment les fossiles entreaperçus par Matt et Nora, qui, moi, me rappellent immédiatement Hiroshima. Et les ombres retrouvées dans la ville, parmi les décombres. Ce qui, d'ailleurs, m'amenait, alors sous le personnage de Laurent Bavard, à plusieurs hypothèses éventuellement. Est-ce que ces fossiles sont une contrefaçon ? Ou est-ce que des personnes ont vraiment été calcinées à l'intérieur de ces boules, et alors qui les nettoie parfaitement pour effacer toute trace de carbonisation, parce que quand même ça doit être très propre comme travail. On est vraiment dans une possible usine de mort. C'est assez flippant. Et en même temps, effectivement, on a envie de croire que c'est autre chose, quelque chose d'un petit peu plus merveilleux. Ce dont parle Lindelof, d'ailleurs, pour lui, un événement surnaturel comme le sudden departure ne peut pas arriver sans que la porte se referme derrière instantanément. Il faut que la porte soit reste un minimum entrouverte, qu'il y ait des répliques, un petit peu comme dans un séisme. Ce qui est intéressant d'un point de vue génétique, aussi d'un point de vue de l'analyse de la création de la série, c'est que, effectivement, on sent bien que dans la salle d'écriture, déjà, ça a été très compliqué d'amener cette idée. Notamment parce que je me disais, les scénaristes ont quand même dû un minimum réfléchir, eux-mêmes faire du world building, se dire, et si ce monde existe, à quoi il ressemble ? Et on est d'accord qu'on n'est pas dans des disparitions de la population qui sont progressives, comme lors d'une invasion zombie ou d'une super grippe, je pense à Stephen King encore. On est vraiment dans du soudain, 98% de la population qui disparaît soudainement, c'est à peu près, je pense qu'il resterait une personne dans cette salle, et encore statistiquement, il pourrait rester personne. Ça veut dire des milliers d'avions qui tombent, des carambolages massifs dès les premières secondes. Ça veut dire, dans les premiers jours, des usines qui explosent, les centrales nucléaires aussi qui sont plus ou moins autonomes, mais bon, ça va vite tourner au désastre. Et imaginez comment 140 millions de personnes pourraient survivre dans ce monde. On n'a pas été 140 millions de personnes sur cette planète depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, on est tellement habitué à tout ce support, de tout l'appareil techno-industriel qu'on a autour, et aussi au niveau de la santé, le support médical qu'on a au jour le jour. Comment on fait sans tout ça? Comment on fait sans médecin? C'est peut-être plus important d'ailleurs que les pilotes d'avion dont Nora mentionne la rareté. Donc je me doute bien que les scénaristes ont fait cet exercice de world building et qui savent exactement que ce monde-là, il n'est pas viable, notamment sur le long terme. Peut-être que les 140 millions de personnes ont survécu au début, mais sur le long terme, 7 ans plus tard, qu'il en reste encore suffisamment pour faire civilisation, pour maintenir la lumière des lampadaires allumée, pour vivre des petites vies de famille confortables, c'est quand même assez étonnant. Ici, je vous cite forcément cet article essentiel de Boris Kashkal pour Vulture, qui détaille les coulisses de l'écriture de la dernière saison, et notamment du dernier épisode, avec, c'est vrai qu'on parlait de Lindelof, qui n'est plus forcément le showrunner, on sent
dans la saison 3 aussi le conflit avec notamment Perrotta, l'écrivain du roman, et aussi les autres scénaristes autour de la table, qui au départ sont vachement engagés dans l'idée de l'univers miroir, et qui finalement se rallient à Perrotta, et il faut essayer de trouver un compromis au sein de cette salle d'écriture, compromis qui serait trouvé par Patrick Somerville, qui est celui qui dit, si on suit l'analyse génétique du texte, pourquoi Nora ne raconterait-elle pas son voyage sans qu'on nous le montre, ce qui donne effectivement lieu à la séquence Nora Makes Tea. Et c'est extrêmement contradictoire. Il ne pensait pas que c'était vrai, c'est fou, hein. Oui, et Lindelof, effectivement, pour lui, il y a ces moments où, dans certaines interviews, il raconte que dès l'épisode pilote, il aurait voulu filmer l'envers de la scène de disparition du bébé, avec le bébé qui resterait et la mère qui aurait disparu. C'est vrai qu'à d'autres moments, il le raconte en mode « moi j'y croyais pas jusqu'à ce que je vois Carrie Coon tourner la scène ». Et là, il se tourne vers Perrotta et lui dit oh, « je la crois ». Et il le redira à Kafka d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand vous ne croyez pas à quelque chose, mais que lorsque la personne récite le texte, soudain vous la croyez. C'est vrai que c'est contradictoire même au niveau de Lindelof. Et autour, tout le paratexte de la série, il faut effectivement prendre en compte aussi l'éthos discursif des scénaristes et de toutes ces instances de production. Mais Mimi Leder aussi est un petit peu en mode, écoutez, vous choisirez ce que vous voulez. On sait qu'au niveau du montage, Lindelof décide de faire venir les larmes de Carrie Coon un petit peu plus tard, pas au moment où elle raconte la rencontre avec sa famille, les retrouvailles, mais au moment où elle décide de revenir, de retrouver Kevin. Donc rien que ce choix aussi au niveau du montage pourrait indiquer que Lindelof ne pense pas que ce monde existe. C'est vrai que c'est extrêmement contradictoire au niveau de l'analyse génétique. Et le public ne s'y retrouve pas plus, puisque, et là je cite, donc dans mon texte à la base je disais une informatrice de la commission, c'est pas faux, n'est-ce pas, qui m'a envoyé effectivement ce sondage que j'ai eu passé d'une critique à Nancy Pingwall, qui lance un sondage sur Twitter en demandant est-ce que vous pensez que ce que raconte Nora est vrai ou est-ce que c'est une fiction. Et le sondage sur 7000 personnes, c'est 50-50. Personne ne sait. Alors que, quand on a des comptes rendus des premières projections publiques de l'épisode, apparemment on a des moments où les gens, de prime abord, croient Nora, sans... Et ça n'est qu'en y réfléchissant qu'ils commencent à se dire oui, mais en fait c'est incohérent. Et là on a cette distinction au niveau de narratologie entre la lecture en progression et la lecture en compréhension, qui ne sont pas des lectures qui se succèdent forcément, qui peuvent arriver en simultané. Mais on sent bien qu'il y a une lecture où on est dans la pure émotion, dans la pure empathie avec Nora, et ensuite derrière, et surtout notamment quand on revoit l'épisode, on revient dessus et on dit ah oui, non, mais en fait c'est extrêmement incohérent. D'autant qu'il y a une incohérence, il y a une des incohérences qui est relevée, notamment sur les forums Reddit, c'est le fait que lorsque Nora raconte qu'elle rencontre le couple, le mari explique qu'il était dans un supermarché et qu'il a vu tout le monde disparaître autour de lui. Et sur Reddit, tout le monde dit que mais s'il vit en Australie à ce moment-là, en Australie il était 4h du matin, comment il pouvait dans un supermarché bondé et soudain se retrouver seul? Or, c'est exactement ce que raconte aussi Grace dans l'épisode 3 de la saison 3. Elle le raconte à Kevin Senior. Elle lui dit j'étais dans un supermarché. Elle aussi est en Australie. J'étais dans un supermarché. Et la caissière a disparu devant moi en tenant mon paquet de céréales. Elle aussi était dans un supermarché. Elle a vu à 4h du matin en Australie. Et ça, c'est intriguant parce qu'on n'est pas censé d'ailleurs trouver que enfin mettre en doute le récit de Grace. Mais là encore, même dans le récit de Grace, dans une configuration qui en plus est extrêmement similaire. On est dans une partie similaire d'une autre maison. C'est Kevin Senior face à Grace, Kevin Junior face à Nora. On a le même dispositif. C'est Mimi Leder qui réalise aussi cet épisode, donc on peut s'empêcher de penser qu'elle aussi a ça en tête. Et il y a ces incohérences qui sont extrêmement intrigantes. Et ce qui m'amène d'ailleurs aux 5 dernières minutes, et voilà. J'ai toujours eu ce petit côté théoricien que Lost déjà a mis à rude épreuve. Je suis passé du côté des théoriciens au côté des fans qui étaient plus intéressés par les personnages, parce que j'ai bien senti qu'à un moment la série n'allait pas m'offrir les réponses aux théories que j'essayais de bâtir avec mes contemporains, donc je suis passé de l'autre côté du forum, et finalement bon, on a gagné au sens où on a apprécié la fin de la série, alors que les fans théoriciens, pas du tout, puisqu'ils n'avaient pas les réponses à leurs
question. Quelle réponse? Et c'est vrai qu'il y a cette ambivalence qui se termine. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi énormément, et quelque chose que je rejette complètement, c'est quand on me dit que, et je lis parfois dans certaines critiques, qu'il n'y a pas d'importance, c'est pas important de savoir si Nora raconte la vérité ou pas, let the mystery be, et point barre. Comme ça. Non, moi ça m'importe de savoir si elle raconte la vérité ou pas, mais pas forcément même au regard de la structure du monde fictionnel. C'est plus rapport à mon attachement au personnage de Nora. J'aimerais comprendre son expérience. Parce que, et c'est ça qui est intriguant, parce qu'on le remarque aussi au niveau de la critique américaine. Il y a certains critiques qui, notamment pour écrire des reviews du dernier épisode, se sont vraiment lancés dans des exercices de presque autobiographiques, de confession. Matt Seversite, qui évoquait notamment le décès de son épouse, rapport à la review qu'il fait d'un épisode centré sur Matt. On a aussi, alors si je ne me trompe, que je retrouve mes notes, on a une critique américaine, alors j'ai perdu son nom ici, mais qui, pour Variety, fait un espèce d'essai métaphysique sur le temps, couplé à un exercice autobiographique sur l'agonie vécue par sa mère, qui est morte d'une longue maladie neurologique, et la peur d'avoir cette maladie à son tour. Elle mélange tout ça dans sa critique de The Leftovers, et on sent que la série a poussé finalement certains critiques à s'ouvrir, à parler de leur propre douleur, comme si on pouvait finalement échanger notre douleur avec les personnages. Et c'est aussi un petit peu comme ça que je l'ai lu, et c'est peut-être pour ça que je vois presque un happy end pas forcément un happy end, mais une fin heureuse dans ce qui se passe avec Nora, c'est qu'effectivement au niveau politique, ça peut être le désastre, notamment au regard de tout ce que vous avez mentionné, Sarah Pacom, au niveau de cette construction sur un mensonge, mais un mensonge d'État. Mais c'est vrai que je l'ai complètement extrait de tout ça, et je l'ai lu vraiment au niveau du voyage que j'avais pu vivre avec Nora. Ce personnage qui me parlait énormément, même si on n'a pas du tout les mêmes expériences, et je trouve je comprends son expérience du pretend, et cette façon qu'on peut avoir de se raconter des histoires, de dire non mais je vais pas faire une séance de psychanalyse d'autant qu'il me reste 3 minutes, mais Maureen Ryan, exactement, Maureen Ryan, que d'ailleurs Damon Lindelof a lu cette critique, qui l'a énormément touché. Et merci Delphine. Et j'ai pas le temps de me lancer dans une psychanalyse, mais mon cerveau c'est un petit peu comme le gif du chien, vous savez, tout brûle autour de lui, il est là en mode this is fine. Et c'est un petit peu moi-même le pretend que je me raconte, et le pretend, pour moi c'est pas forcément un mensonge. On sait qu'on est en train de pas raconter la vérité, mais c'est une fiction qui nous aide à tenir, et ça n'est pas un mensonge, c'est un petit peu comme... Et là, Briac, je reviens sur ce que tu disais, quand Prairie, dans The OA, commence à raconter son histoire, ça pourrait être une pure fiction, le truc avec les anges, machin, au départ de la première saison, je dis, c'est peut-être n'importe quoi, mais je m'en fous, je vais la suivre. Parce qu'il y a une part de vérité dans cette fiction, qui est la part émotionnelle, et on en revient finalement au réalisme émotionnel, pointé du doigt par Ian Hung, jusque dans le soap opéra, par exemple. Et moi, Nora, en un sens, ce que je lis dans ce dernier échange, c'est que Kevin sait qu'elle n'a pas voyagé. Il le sait. Et en un sens, lorsqu'il dit « I believe you », il le dit en connaissance de cause, en sachant qu'elle n'a... Et il n'est pas non plus en train d'entretenir une quelconque désillusion, parce qu'il n'y a pas de désillusion de la part de Nora. Il y a cette fiction qu'elle a construite, parce que c'est plus facile de véhiculer son émotion en utilisant ce récit-là. Et c'est pour ça que c'est une better story. Pas parce que c'est un mensonge, mais parce que cette fiction est le seul moyen pour elle de raconter son émotion. Ça me rappelle d'ailleurs un conseil donné par mon épouse il y a quelques mois, lorsque j'étais d'ailleurs dans une période assez de burn-out, presque burn-out professionnel. Elle me dit, mais toi qui écris, pourquoi tu ne racontes pas ça dans un roman? Si tu as du mal à m'en parler, pourquoi tu n'en parles pas dans l'histoire que tu écris? Et c'est ce que j'ai fait, et ça marche en un sens. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans cette dernière scène. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est presque un happy end, parce que c'est extrêmement intriguant d'ailleurs. Si Nora a vraiment voyagé dans le monde des 2%,
Ça veut dire qu'en un sens, elle a trouvé la paix, mais par un moyen complètement magique, qui est complètement hors de portée du commun des mortels, donc hors de portée de moi, par exemple. Alors que si elle a trouvé la paix via quelque chose qui est faisable par le commun des mortels, l'écriture de fiction, alors ça veut dire que, en un sens, ben moi aussi je peux le faire. Et je sens que le personnage de Nora me dit que moi-même je pourrais être en paix. Ce personnage avec qui j'ai voyagé depuis le début de la série, ce personnage que je comprends lorsque on lui tend une grenade dans l'épisode 6 de la saison 1, cette grenade où il y a marqué Anytime Now. Et c'est tellement Nora et c'est tellement moi en un sens, je la comprends, même si on n'a pas vécu les mêmes expériences. Et il y a un dernier élément qui m'intrigue énormément, parce que je préférerais qu'elle n'ait pas voyagé. Son histoire aurait beaucoup plus de vérité, même si elle n'avait pas voyagé. Mais il y a un dernier détail qui m'intrigue, et là c'est le jumeau maléfique qui revient, le côté structure du monde fictionnel, qui est là toujours quelque part, sur l'épaule gauche, parce que c'est le petit diablotin. Et il me dit, il y a un truc derrière tout ça, il y a ce dernier plan, les pigeons voyageurs. Et là je me dis, et je vais me dire, parce que j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de trace de cette réflexion, mais je suis certain que je suis pas le seul à y avoir réfléchi. Peut-être que vous, dans cette salle, vous y avez pensé. Les pigeons voyageurs, pas des colombes, c'est des pigeons. C'est pas très poétique, ce sont des pigeons. Pourquoi diable Nora se serait-elle lancée dans l'élevage de pigeons voyageurs? À quoi ça sert? Et quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire ça? Je veux dire, prendre le temps d'apprendre à élever des pigeons, quand même, ça va prendre du temps. Et je me suis dit, quelle drôle d'idée. Ok, au niveau de la dimension thématique du récit, l'oiseau qui symbolise l'âme, ça peut fonctionner. Mais au niveau de la structure du monde fictionnel, quelle est la justification à l'intérieur du monde fictionnel? Qu'est-ce qui fait que le personnage de Nora décide d'élever des pigeons? Et là, je me suis dit, dans un monde dévasté par la disparition de 98% de la population, sans plus grand monde pour maintenir les réseaux de télécommunications qui nous permettent de rester connectés au travers de grandes distances, quel mode de communication aurait été le plus pratique à remettre en œuvre? La réponse évidente, le pigeon voyage. Si il y a des pigeons dans le train. Si il y a des pigeons dans le train. On sait que des espèces ont voyagé aussi. On nous parle des poulets qui ont disparu. On peut avoir le doute. On peut avoir ce doute. Les animaux sont devenus fous aussi. Et les animaux sont devenus fous. D'ailleurs, sur les animaux devenus fous, si je peux conclure aussi sur ces pistes narratives intrigantes, il y a ce moment où Meg se fait engueuler par sa hiérarchie, la hiérarchie de Guilty Remnant en saison 2, et on lui parle notamment de The Incident with the Dogs. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a de la logique dans ce monde fictionnel. Cette logique ne me plaît pas forcément, puisqu'elle m'amène à une interprétation du voyage du récit de Nora, qui ne correspond peut-être pas forcément à ce que j'attends, mais il y a quelque chose qui tourne. Merci. Je propose qu'on fera une sorte de questions collectives sur les 3 dernières communications, si ça vous convient. Donc, non brièvement, alors, 5 minutes, ouais. Ok, bon, vas-y. Merci Florence, c'est passionnant. Tous les enjeux que tu évoques. J'ai beaucoup aimé la différence que tu fais entre la lecture en progression et la lecture rétrospective. On a eu le temps d'y réfléchir, ça me parle beaucoup. L'idée de fiction thérapeutique, bien sûr, on l'évoque dans le livre, tu verras. J'en passe par l'idée que Nora, ce n'est pas quelqu'un qui ment d'habitude, on le voit, elle n'est pas construite comme quelqu'un qui ment. Et elle peut raconter cette histoire parce que c'est une histoire purement personnelle. Il n'y a personne pour pouvoir venir lui dire c'est faux, je n'ai pas vécu la même chose. Alors que quand Kevin vient lui raconter une contre-fiction sur leur propre histoire, de leur propre aventure amoureuse, là elle ne le supporte pas. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas vécu ça. Alors que là, ce qu'elle raconte, c'est purement individuel, c'est purement personnel. Elle prend la responsabilité de ce qu'elle dit. Voilà. Et ça, tu verras, je l'évoque dans le livre, et c'est effectivement une fiction qui nous fait du bien. Mais le problème, c'est quelle est la conséquence de cette fiction qui nous fait du bien. Voilà. Nous, on a essayé d'aller un tout petit peu plus loin, en fait. Et par rapport à ton petit diablotin objectif,
qui aime les sciences dures, etc., ben, toi qui aimes justement la physique quantique, tu vois bien que la physique quantique, à un moment, elle ne peut plus se contenter de ce qui est de l'ordre du common sense. C'est-à-dire que tout est remis en question. Notre sens de la logique ne suit plus. Donc, comment est-ce que tu réconcilies ton envie, ta grande envie de science, qui nous amène à la théorie quantique, qui nous amène à la métaphysique de toute façon? Le monde est... comment tu fais avec ça? Et alors, en fait, où est-ce que à partir de quand tu dis que Nora a trouvé la paix? Parce que pour moi, en tout cas, quand elle a fait ce voyage et quand elle est en Australie, elle n'a pas fait la paix. Parce que si elle avait trouvé la paix, Kevin pourrait sonner à sa porte, pas de souci, voilà, elle est passée à autre chose, elle est beaucoup plus sereine et elle ne se barricaderait pas comme elle le fait. Là, tu vois qu'elle est encore traumatisée, qu'elle ne fait absolument pas confiance à cet homme. Oui, pour moi, elle n'est pas en paix, Nora. Alors peut-être qu'effectivement, ce qu'elle raconte, cette fiction qu'elle raconte, lui permet de faire ce voyage vers plus de sérénité. Peut-être que ça marchera, effectivement, mais je ne la sens pas encore à un point de zénitude totale. Oui, effectivement, cette paix, elle ne peut pas être parfaite. Mais c'est vrai que, oui, pour moi, c'est le moment après le récit. C'est le moment où elle a raconté parce que... voilà, c'est cathartique. Et non seulement elle se confie sur ses émotions, mais elle confie en même temps toute l'affection, tout le pretend qu'elle a construit. Donc elle livre deux choses pour moi dans ce récit. Elle dit à la fois qu'elle n'a pas voyagé, en racontant avoir voyagé, et en imaginant, parce que ça c'est un truc, et là c'est peut-être une expérience purement personnelle, mais moi aussi comme Nora, j'imagine parfois qu'il va se passer un truc magique et que ça va régler mes problèmes. Et j'imagine cette fiction. Alors ça ne m'aide pas forcément de me le raconter, il faudrait que je fasse face au truc. Mais en un sens, c'est quand même apaisant. Parce que il y a des choses qui sont extrêmement difficiles parfois à affronter. Il y a des choses qu'on n'a pas les moyens d'affronter. Enfin, tu me connais depuis plusieurs années, bon, ça je peux parler, on s'en fout. On est entre nous en plus, et YouTube. Il y a quelques années, j'avais cette maladie chelou, un peu silencieuse, ce qu'on pourrait appeler un handicap invisible. Ce problème de digestion qui paralysait complètement ma vie sociale, ma vie intime, enfin tout. Quand on ne peut plus manger, et que j'ai perdu 20 kilos en quelques mois, tu sais, pendant des années, j'étais là. Je devais calculer ce que je mange, je ne pouvais plus rien faire, j'étais paralysé dans toute ma vie. Et je ne pouvais rien y faire. Les docteurs étaient là en mode, bah écoutez, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, je ne pouvais rien y faire. Par contre, ce que je pouvais faire, c'est imaginer que ça allait aller mieux. Et à un moment, ça allait aller mieux. Alors pour une raison X ou Y, aucune idée, mais c'est vrai que la fiction du ça va aller mieux, moi aussi, et en un sens, c'est ce petit truc dont, pour moi, Nora aussi se déleste. Elle a peut-être plus besoin aussi de cette fiction. Au moment où elle l'énonce, elle en a peut-être plus besoin et elle est prête à parler ensuite, peut-être, à parler réellement de ce qui a pu se passer. C'est pour ça que pour moi, elle donne deux choses à Kevin. Elle lui donne le fond, elle lui donne aussi ce qui n'est pas forcément un fardeau, mais qui est cette fiction qui l'a aidé à avancer. Maintenant, il lui dit, voilà, je mets ça sur la table, je te montre que j'en ai peut-être plus forcément besoin en même temps que je l'énonce. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Et juste pour répondre très rapidement sur le côté science, c'est vrai que pour le moment, au niveau des sources sur lesquelles je m'appuie, c'est plutôt Dolegel, Pavel. Marie-Laure Ryan est une autrice un peu plus récente, alors que Pavel et Dolegel, c'est les années 70-80. La physique quantique n'avait pas encore infiltré la théorie littéraire. Là où effectivement, on sent déjà chez Ryan qu'elle commence à partir un peu plus loin. En un sens, Pavel partait déjà assez loin dans certaines interprétations. C'est vrai qu'on manque encore de sources. C'est pour ça qu'on a besoin de ce colloque sur les fictions quantiques. On a besoin de plus d'analyses narratologiques qui mobilisent ce corps de la science maintenant qu'on commence à petit peu près à le comprendre et qu'on découvre effectivement de nouvelles étrangetés derrière qui sont toujours de plus en plus étranges.
Et ça, c'est un travail effectivement en cours au niveau des sources et de la bibliographie, tout simplement, qui me semble critique et je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient, à part chez Ariel. Excusez-moi. Il y a un autre élément aussi par rapport à la question de la fin de Leftovers, c'est que si on considère que les fictions, elles ont une forme, en tout cas, de structure un peu, enfin, pas forcément harmonieuse, pas harmonieuse, en tout cas, elles racontent quelque chose et qu'elles le racontent plusieurs fois dans les saisons. Donc on avait analysé ça beaucoup la dernière fois à l'époque de la saison 2, sur la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2, comme étant à chaque fois, on finit sur quelque chose, on croit avoir compris quelque chose, en fait, c'est tout à fait l'inverse qui fait comprendre. Première saison, c'est ce qui est démontré entre la première et la deuxième saison. Fin de la première saison, on a l'impression que la famille Garvey va se réunir. On a le moment où il est face à Holly Wayne. Holly Wayne dit nous, demande-moi quelque chose, tu n'as pas besoin de prononcer, juste pense-le, je te le réalise, je l'accorde. On voit qu'elle lui pensait un truc, puis il dit accordé, et puis après on voit que la famille qui est exprimée dans différents endroits semble reconverger vers quelque part. À tel point que même Nora trouve le bébé de Christine et semble partir avec le bébé de Christine. Il a écrit la lettre d'adieu à Kevin qui est en voix off, et puis à la fin c'est la lettre d'adieu qui est en voix off, avec un côté genre je crois que je t'ai aimé, etc. Mais maintenant c'est une vie qui a commencé pour moi. Donc toute une fin qui amène à l'idée que Nora va partir avec le bébé de Christine et Kelly, et que la famille Garvey va se reconstituer. C'est une sorte de happy end de la fin de la première saison qui va se mettre en place comme ça. Commence la saison 2, on se rend compte qu'on n'a rien compris du tout. Que Laurie part avec Tom, qui sont une espèce de duo de choc d'enfumeurs, et elle, le tueur de Internet. Quant à Kevin, il se met en couple avec Nora, et ils ont comme nouvelle famille, Jill, et puis Lily. Et ils partent donc dans le récit de la saison 2. Fin de la saison 2, reconstitution de la famille, again, avec Kevin qui rentre comme ça, home. Il a ses deux femmes, ses 3 enfants. Non mais c'est comique quoi. Et on a l'impression à nouveau qu'il y a quelque chose qui s'est résolu. Commence la saison 3, en fait, il y a un enfant, tu as plus jeune de revoir, c'est Lily. Ça va foutre en l'air Nora, etc. Tout est redistribué à nouveau. Et donc, en fait, ce qui apparaissait à deux reprises comme des conclusions, qui sont des conclusions un peu harmonieuses, mais qui avaient quand même un espèce d'arrière-goût un peu mauvais dans la bouche, et étaient trompeuses. Donc, on arrive en fin de 3e saison, et évidemment que, de toute façon, si on a été un spectateur impliqué dans The Leftovers, on ne peut pas laisser ça passer sans, de toute manière, se dire qu'est-ce que ça nous montre, qu'est-ce que ça ne nous montre pas. Qui nous dit que 5 minutes plus tard, en fait, Kevin et Nora passent sur la gueule. Tu vois, il va lui dire un truc, elle va s'énerver et puis c'est fini. Puis ça va juste être une espèce de bagarre, de maboule, ils vont se taper dessus, et c'est affreux. Donc c'est ça que je dis. Et ils ne vont plus jamais se revoir. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, la structure des saisons laisse à penser qu'on va encore terminer sur la même chose. Moi, il y a juste un truc. Quand tu dis qu'est-ce qui laisse à penser que 5 minutes plus tard, ils ne vont pas se mettre sur la gueule, c'est le crépuscule, alors que quand Kevin arrive et qu'elle fait du thé, c'est le petit matin, puisqu'elle vient de ramener la chèvre qu'elle a trouvée en pleine nuit. Et ce qui laisse à penser qu'ils ont parlé toute la journée dans cette pièce. Qu'il y aurait une ellipse énorme de plusieurs heures entre le moment de la fin de son récit fantastique et le retour des coups. Il y a plusieurs heures qu'on ne voit pas, et au bout de ces plusieurs heures, ils sont toujours en train de parler. Ils ne se sont pas encore disputés. Il y a 24 heures se passent, ils ne semblent pas. Non mais bon, peu importe, on peut aussi que ça se passe très bien ensuite. Disons qu'il y a le statut extrêmement ambigu de toute façon de qu'est-ce qu'on nous montre comme fin de récit. Mais c'est quelque chose qui a toujours été, qui a toujours hanté les gens qui voient des récits qui se terminent bien. C'est une espèce de fameux bon mot qui est ça se termine bien, ça se termine par un mariage. Tu veux dire qu'en fait ça recommence mal. Et des trucs comme ça. Quoi. C'est pour ça que j'ai convoqué les comédies. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, je n'ai pas lu non plus. Moi, je me suis gardé ce plaisir-là, mais j'ai dit que c'est comme la fin des comédies shakespeariennes.
Voilà, pour moi, c'est ça. Oui, C'est les fins forcées. Trop C'est les fins sucré. forcées pour que la pièce soit acceptée par l'idéologie dominante, alors qu'elle a dit des choses avant Affreusement subversive. Ouais. sont subversives. Voilà. Oui. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Avant David. Je suis tout à fait. Pensez au soir des rois, par exemple. Le soir des rois, c'est incroyable. Exactement. C'est de l'enjeu fin forcée, elle est hallucinante. Et de toute façon, en plus, on te dit que ça va pas fonctionner. Ça peut pas. Elle n'est pas tombée amoureuse de celui qu'elle va devoir épouser. Ouais. Et c'est ça, là d'ailleurs, c'est le problème en fait que j'ai, que j'aurai le semestre prochain quand je parle de The Leftovers avec les étudiants. C'est comment moi je réconcilie l'interprétation que j'ai, qui est extrêmement personnelle et qui fatalement va complètement influencer mon regard, avec effectivement cette analyse plus comparatiste qui effectivement trouve des choses qui sont extrêmement pertinentes et qui pourrait mener à une analyse beaucoup plus, quel terme je pourrais utiliser, pas consensuel, mais c'est plus en termes de... Pour le coup, c'est vous qui avez les preuves objectives pour dire, en termes de structure, en termes des types de récits qu'on raconte dans notre culture, au niveau d'intertexte, on sent bien que c'est pas un happy end. C'est vrai que là, il y a deux... J'ai pour le coup C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Là, c'est Parce quantique. qu'il y a certaines personnes devant la nuit des rois qui vont dire super, ça finit très bien. Justement parce que ça fait à l'idéologie dominante. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment une happy end. Mais quel type de brèche idéologique a été ouverte et qu'est-ce que cette fin nous dit de nous, Oui. de ce qu'on considère comme joyeux. Si on a de nouveau plateau et de projecteur, en fait. J'ai un info doute. Ah mince. Reconnaître la source. On va essayer de les brancher pour brancher. Ouais, ça marche. Parce qu'il dit brancher une source. Est-ce qu'il faut contact quelque part? Voilà. Ça aurait été compliqué. On va pas recommencer à stresser sur la technologie. Faut que tu dupliques l'écran par contre, je crois. Parce qu'on a fait ça tout à l'heure. C'est où par contre sur PC? Florent, comment tu as dupliqué ton je demandais ton expertise. CTRL P. Ah non. Attends, il faut que j'affiche peut-être déjà le port. Comment tu peux afficher quelque chose? Tout simplement, je vais aller dans les préférences d'affichage. Voilà, dupliquer. Pourquoi vous voulez tout le temps? Merci Florent. Alors donc, on va commencer par Vladimir Lifshitz, si on est toujours sur la fin de The Leftovers. I Believe You, la mise en scène de la fin de The Leftovers, et on a récupéré le PowerPoint, donc tout va bien. Vladimir, je te laisse parler. Merveilleux. Alors, j'ai un peu changé le titre.
au vu de... Non, mais le début est à peu près la même idée, en fait, de parler de la fin de Leftovers. Et je suis parti effectivement de ce qui est écrit sur le tableau des showrunners quand ils ont travaillé sur la fin de Leftovers, avec cette idée qui était, pour conclure la série, le fameux Nora makes tea, Florent l'a très bien expliqué, et deux phrases qui m'ont hanté un petit peu en regardant cette fin, le I'm here, sur lequel je vais revenir, qui m'évoquait une autre fin de film, dont je parlerai à la fin, qui se terminait par I can see now. Vous voyez peut-être de quel film je parle, sinon vous le verrez très rapidement. Donc la question de la fin, exactement. La question de la fin, donc, exactement, les lumières de la vie de Chaplin. La question de la fin. La première fois que tu en viens à Chaplin, j'ai l'impression. Non. Si, je crois que j'avais évoqué pour. Je sais plus ce que c'était. Ça me reviendra, mais tu as raison. Oui, en fait, moi déjà j'aime Chaplin, mais au-delà de ça, c'est vrai que son influence est énorme sur beaucoup de choses, et c'est normal, c'est un très grand metteur en scène, en plus d'être un formidable acteur. Et il y a quelque chose dans les lumières de la vie, lors de l'ambiguïté absolue dans la conclusion du film, qui m'a rappelé, moi, quand j'ai vu The Leftovers, cette ambiguïté que j'ai ressentie en justement voyant les derniers instants de la série. Donc voilà, tout ça m'a amené à réfléchir à pas mal de questions. Et c'était intéressant parce qu'on a commencé à parler de Paco, Sarah, Florent, Claire, aussi de justement comment on avait perçu cette fin, bonne, mauvaise, on était d'accord sur certaines choses, on avait probablement des divergences sur d'autres. Mais en fait, on se rendait compte qu'on avait une lecture aussi qui dépendait d'un prisme personnel, comme Florent l'a bien expliqué, et du coup un paradigme qui nous avait amené à le percevoir probablement d'une manière ou d'une autre. Donc je vais essayer de revenir là-dessus et d'évoquer un petit peu ce que pour moi, cette fin de Leftovers me trouble et pourquoi elle me laisse dans une ambiguïté particulière. Alors, ça c'est en fait ce qu'a expliqué Florent, je crois que je vais passer un petit peu vite sur ça. C'est l'idée qu'en fait, justement, la fameuse possible césure du monde en deux parties, Damon Lindelof l'aurait eu très tôt, dès le tournage du pilote, et comme l'a expliqué aussi Florent, il aurait confié donc cette idée à Tom Perrotta. Tom Perrotta aurait adoré l'idée, et il y avait ce projet au moment du pilote de tourner cette introduction, cette scène introductive en deux fois. Une version, évidemment, c'est le bébé qui disparaît, une autre version, c'est la mère qui disparaît. Finalement, ça ne se fera pas, mais ça montre quand même que dès le début, Lindelof avait possiblement une idée de vers quoi il voulait tendre pour la conclusion de la série. C'est-à-dire que finalement, l'idée de l'altérité, un petit peu comme je l'évoquais hier dans Lost, avec l'idée de se mettre à la place de l'autre, c'est que finalement, c'est ce qui nous donne la clé ou la résolution possible de cette intrigue. Donc on aurait pu avoir finalement à la fin de Leftovers rejouer la scène initiale, un petit peu comme à la fin de Lost, mais cette fois-ci du point de vue du bébé qui reste dans la voiture et c'est la maman qui n'est plus là, bien évidemment. Alors, dans le final de Leftovers, on est sur quelque chose que j'appelle l'antispectaculaire absolu, c'est-à-dire que ça se conclut non pas par une église avec beaucoup de personnages, énormément de musique, une lumière blanche qui envahit tout l'écran, mais deux personnes qui prennent un thé et qui discutent assis autour d'une table pendant les 6-7 dernières minutes de The Leftovers. Alors que la série nous parle de quelque chose de spectaculaire, qui est finalement la disparition de 2% de la population, à la fin, elle se conclut par quelque chose seulement anti-spectaculaire, qui est de regarder deux personnes discuter autour d'un thé. Ce que je trouve très intéressant dans cette idée, c'est que Leftovers est ponctué de scènes similaires, où des personnes s'assoient autour d'un café, d'un thé, d'un repas, et se confient. Et dans la mise en scène, il y a quelque chose de l'ordre du retour, quelque chose de cyclique qui vient et qui revient nous hanter comme ça. Alors pas à tous les épisodes, mais en regardant un petit peu Leftovers, je me suis rappelé d'une scène dans la première saison, dans l'épisode 10, où Kevin justement se confie à Matt, le pasteur, et il lui explique qu'en fait il était très malheureux avec sa famille, et que le jour du sudden departure, la première réflexe qu'il a eu, c'est de vouloir vraiment retrouver sa famille. Et c'est là qu'il a commencé à les perdre, et puis il s'effondre en larmes, et il dit qu'il est responsable de la perte de sa famille. Et un petit peu plus tôt dans la saison 3, nous avons une discussion similaire que je crois Florent a évoquée, entre cette fois-ci Kevin Garvey Senior et le personnage, j'oublie son nom. Grace, c'est ça. Et je voudrais vous montrer juste, au point de vue du montage et de la mise en scène, à quel point ces deux scènes sont similaires. Je vais vous montrer un bref extrait de cette idée. One
deux scènes de comparaison. Je vais laisser quelques instants et puis je passerai sur. Voilà, donc je pourrais laisser comme ça les 6 minutes de comparaison et vous verriez qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'au contraire, c'est plutôt les différences qui sont extrêmement légères. J'avance vers la fin, le moment où justement il y a cette séquence finale pour les deux scènes où les deux personnages se confient à l'extrême et où il y a cette émotion qui les traverse. Donc on est dans un mimétisme de mise en scène absolument fascinant, qui dépend aussi bien sûr du montage, puisque Damon Lindelof, Tom Perrotta notamment avaient clairement leur mot à dire à partir du montage. On en parlait tout à l'heure avec la réalisatrice Lindelof du dernier épisode, et la manière dont au montage il y a aussi une réécriture de cette séquence finale, avec le retard des larmes, tous ces éléments évoqués. Ce que je trouve intéressant du coup, c'est qu'on a deux scènes extrêmement similaires en mise en scène, même configuration, et dans ces deux scènes, il est question finalement d'un personnage qui se confie. Alors Grace, elle va faire une confession qu'on peut en tout cas reconnaître en grande partie étant vraie, c'est-à-dire qu'elle a cru que ses enfants avaient disparu au moment du sudden departure, alors qu'ils étaient juste partis la chercher, et que finalement, ils sont morts parce qu'ils sont partis la chercher. Et du coup, il y a absolument un drame total dans cette histoire. Et pour l'histoire de Nora, on y reviendra, il y a toute cette ambiguïté justement autour de ça. Mais dans la forme, on reprend exactement la même mise en scène qui donne la place à l'émotion et au récit. Un personnage nous raconte une histoire, on doit y croire ou non, en tout cas chacun a la possibilité d'y croire ou non, mais la configuration est exactement la même. Cette idée du coup pour moi de deux espaces-temps qui se seraient séparés, il est rejoué dans la série par l'idée de dédoublement de ces scènes qui reviennent justement et qui sont au cœur du projet aussi de cette histoire. Alors, j'avance. Donc on a cette idée de dédoublement, justement, je l'ai évoqué. Une mise en scène qui joue et rejoue des scènes identiques venant appuyer la possible césure du monde, en tout cas dans l'esprit bien sûr du showrunner. C'est pas la question de dire que c'est vrai ou c'est faux, c'est juste que dans la construction de la mise en scène, on a cette idée qu'il y aurait des scènes qu'on verrait deux fois jouées à l'identique et qui viendraient du coup se répondre en écho. On retrouve aussi des plans, par exemple, qui vont être similaires dans la forme et dans la configuration. Je parlais de la scène où justement Kevin se confie à Matt. À un moment, du coup, Matt lui prend la main, un signe d'affection, d'apaisement, et on retrouve exactement un geste similaire quand, dans le Book of Nora, quand justement Kevin prend la main de Nora pour l'apaiser. Donc, il y a cette idée de narration en écho, Paco et Sarah ont aussi très bien parlé dans leur livre, justement, où il y a cette idée du double qui revient à travers la figure des Gémeaux. On a bien sûr le voyage dans l'au-delà de Kevin, qui ne sera pas qu'un seul voyage, il y aura plusieurs allers-retours. Et même le plan des Guilty Remnant qui revient en fait, puisqu'ils ont un plan pour la fin de la première saison, ils ont un plan pour la fin de la deuxième saison. Donc il y a cette idée comme ça qu'on rejoue des choses deux fois dans la série. Et c'est intéressant parce qu'en travaillant en tout cas sur cette communication, je voyais que dans Lost, c'est des choses très similaires en fait, sur l'idée de dédoublement, de reflet, comme je l'évoquais hier, et d'écho, comme il me semble que c'est clair dans The Leftovers. Alors, il y a aussi cette idée du réel qui est défendue par Kevin, en tout cas une vision du réel qui m'intéresse, parce que souvent il y a une définition qui tend à dire que la fiction égale le faux, alors qu'en réalité c'est bien plus complexe que ça. Et dans l'épisode 3x6 Certified, Kevin et Laurie ont une discussion plutôt apaisée, où justement ils reparlent un peu de leur vie ensemble, de leur couple, chose un peu positive. C'est rare de voir deux personnages qui ont été en conflit arriver à les communiquer véritablement et à même rire de finalement ce qui leur est arrivé, ce qui n'est pas simple. Et dans cette scène, à un moment, Kevin explique qu'il n'a pas peur de retourner dans le monde des morts, parce que la dernière fois qu'il y est allé, il ne s'est jamais senti autant vivant. Et que pour lui, c'était réel.
Et que du coup, ce qu'il a appris de ce voyage, qu'il soit réel ou non d'ailleurs, que ce soit une hallucination, un rêve, un songe, ou réellement une expérience aux limites de la mort, lui a apporté quelque chose dans la vie d'extrêmement positif, en tout cas pour lui. Et ce qui est intéressant dans cette scène aussi, c'est qu'elle préfigure, un petit peu comme pour Lost Year, la fin de The Leftovers, puisqu'il y a cette idée de « it was real », c'est ce que dira quelque part Nora à la fin, dans son propre récit à elle. Et puis, il y a cette petite idée de passage de relais avec le briquet que Laurie a laissé à Kevin en lui disant « je fume plus, j'ai arrêté ». Et à la fin de Leftovers, Nora, c'est Kevin qui fume plus. C'est Kevin qui a arrêté de fumer justement, qui est le porteur du briquet. Et c'est l'inverse finalement qui s'est produit. Donc dans cette scène, ce qui m'intéresse, c'est que le réel est constamment redéfini à l'oreille de la fiction et du fantastique. C'est-à-dire que l'histoire de Kevin et ce qu'on assiste, en tout cas ce qu'il vit, nous paraît fantastique. Il voyage aux limites de la mort, il fait cet aller-retour plusieurs fois. Et certains dans les forums interprétaient ça comme des hallucinations, donc une forme de fiction que Kevin se raconterait à lui-même pour dépasser des traumas personnels, ou au contraire un réel voyage. L'ambiguïté là aussi existe, me semble-t-il. Dans les deux scènes en question, la même idée revient, c'est que pour finalement réussir à dépasser le trauma qui est au cœur finalement de The Leftovers, il y a un voyage solitaire à accomplir. Le voyage de Kevin dans le monde des morts, le possible voyage de Nora dans un monde alternatif. Donc c'est un voyage solitaire. Et nous en arrivons du coup à cette phrase qui est prononcée à la fin par Kevin après qu'il lui ait dit qu'il croyait en son histoire, qu'il croyait en elle. Il lui dit pourquoi je ne te croirais pas, tu es ici, tu es là. Et dans la promotion de The Leftovers, la première saison était attachée à cette phrase qui était We're still here pour vendre la série. Et Damon Lindelof explique, je vous laisserai prendre connaissance que autant je le comprends, autant le dire est plus compliqué, expliquer que dès la première saison, il y avait cette idée du coup de vendre la série We're still here, mais que lui, c'est la formule plutôt I'm here qui l'intéressait, puisque le still, justement, a toujours été enlevé, et qui voulait dire que peut-être pour la première fois de ce récit, les personnages n'étaient pas dans leur passé, dans le futur, dans une hallucination, dans un voyage extratemporel ou dans d'autres conceptions du temps, mais ils étaient revenus sur eux-mêmes, sur soi, et donc ils étaient pleinement présents face aux personnages avec qui ils sont. Et cette idée de réintégrer finalement un présent fédérateur qui n'est plus le temps du trauma, qui n'est plus le temps justement de la peine, mais qui est un temps de l'actualité. Là où le trauma, par essence, c'est ce qu'il explique aussi à propos de Sudden Departure en écho, par exemple, les attentats du 11 septembre, renvoyait toujours à un passé qui construisait le futur. L'autre idée, donc, mais ça a déjà été évoqué par Florent, je vais passer peut-être un peu plus vite dessus, c'était que la première intention, semble-t-il, de Damon Lindelof était de montrer le voyage de Nora. Finalement, c'est Tom Perrotta, en Writer's Room, qui aurait dit bah non, il ne faut surtout pas le faire parce qu'il faut laisser cette ambiguïté finale, il faut laisser cette interprétation possible à la fin. Si on commence à montrer vraiment son voyage, alors on donne une sorte de certification que c'est probablement vrai. Donc nous ne saurons pas ce qui s'est passé. Toute la série, du coup, met en scène, à mon sens, des conteurs, narrateurs, auteurs, et les personnages doivent choisir ou non de croire en cette histoire, avoir la foi ou non en la fiction. C'est le cas, par exemple, quand Matt rencontre Dieu, entre guillemets, quand Wayne prétend avoir la capacité d'absorber la peine, quand Kevin voyage dans l'au-delà. Tout ça, ce sont des histoires qu'on nous raconte, auxquelles certains spectateurs croient, d'autres absolument pas. Et d'ailleurs, comme pour le personnage de Holly Wayne, qui dans le roman est clairement établi comme un charlatan, la série ne tranche jamais, finalement, sur qui était vraiment Holly Wayne. Un charlatan ou alors un homme miraculeux. Quelque part, il me semble que la fiction se fait ici aussi la mise en abîme du showrunner, du scénariste, un conteur qui s'assoit avec nous dans notre salon et qui nous offre un thé et une bonne histoire. Puisque finalement, c'est des scènes qui deviennent tellement récurrentes dans The Leftovers qu'elles nous semblent à chaque fois dire est-ce que vous croyez en l'histoire qu'on vient de vous raconter ? Ou est-ce que la personne se raconte une histoire pour dépasser ou affronter un trauma ? À mon sens, finalement, le thème, en tout cas l'un des thèmes les plus importants de Leftovers, c'est le thème de la résilience. Puisque, alors là j'ai repris les paroles de Lindelof pour un peu aller après,
finalement, la question du roman pour lui, c'était est-ce qu'on peut se remettre d'un événement traumatique? Si demain le second départure arrivait, est-ce qu'il serait possible de reconstruire un jour des relations avec d'autres individus en sachant que c'est déjà arrivé, donc potentiellement les gens pourraient disparaître. Lui semble vouloir dire que oui, que évidemment la résilience humaine est telle qu'en gros on peut se remettre de tout. Mais, et c'est là que je trouve le lecteur c'est extrêmement intéressant, c'est justement quel est le chemin à parcourir dans la résilience. Et c'est tout à l'heure ce qu'évoquait Florent à propos de la fin, que je vais le rejoindre avec précipitation, c'est que finalement l'histoire de Nora à la fin, qu'elle soit vraie ou pas, c'est une manière de dépasser un trauma. C'est une manière d'affronter un trauma par la fiction. Et je trouve que la série ne nous invite pas forcément à juger si c'est la bonne chose ou la mauvaise chose à faire. C'est de voir que dans la fiction, il y a du vrai, et que ce vrai-là va peut-être l'aider, elle, à enfin laisser partir, let go, ses enfants. En arrivant vers la fin de Leftovers, j'étais du coup un petit peu, pareil, perturbé par le dernier plan, comment l'interpréter, comment le lire, je reviendrai dessus. Mais il me semblait aussi que dans ce plan final, il y avait quelque chose en fait de très vrai aussi dans ce que disent pour moi Paco et Sarah. C'est effectivement une série sur la fin du monde. Toute la saison 3, c'est sur la fin du monde. Et on a presque l'impression qu'en fait, le dernier épisode nous dit bah ça y est, c'est la fin du monde. Mais que nous reste-t-il? C'est exactement ce que dit le père à Kevin dans l'épisode précédent. And now, si du coup la fin du monde arrivait, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est pour ça que la série ne m'apparaît pas que négative ou positive sur sa fin, elle est dans un entre-deux, où elle a l'air de vouloir aussi aborder cette question qui est justement peut-être pour encore plus sensibiliser sur une époque où on peut faire quelque chose vis-à-vis de cette idée de fin du monde. Si la fin du monde arrive, que reste-t-il? La série, du coup, pour moi, est souvent décrite comme une œuvre pessimiste, dramatique et difficile à appréhender. C'est en tout cas souvent les retours qu'on a des spectateurs qui disent on va regarder un épisode mais pas plus, même parfois très difficile à revoir. Et pourtant, à mon sens, la fin, il y a un optimisme sincère, puisqu'elle parle justement du dépassement des traumas, même s'il se fait à l'orée de la fiction. Et d'ailleurs, Kevin et Nora réussissent à se retrouver, à se réinsérer dans un présent fédérateur, puisque pour la première fois de la série, justement, ils ne sont plus ailleurs par leur esprit, par leur expérience du temps, ils sont revenus à quelque chose finalement de l'ordre du présent. Alors, évidemment, tout à l'heure, c'était évoqué pas comme, ça ne veut pas du tout dire pour moi qu'il est heureux, il y a beaucoup d'enfants derrière et tout va bien, bien au contraire, mais c'est qu'ils reviennent à apprécier à un moment qui est l'ordre du présent, quel que soit l'avenir, que ce soit la fin du monde ou pas, ils revivent au présent, ce que beaucoup des personnages de Leftovers ne savent et ne peuvent plus faire à partir de cet événement traumatique. Et s'il y a quelque chose d'optimiste dans mon sens à ce moment-là, c'est parce que justement, ils réacceptent de vivre au présent. Et je voulais revenir aussi sur deux choses qui m'apparaissaient intéressantes. Dans le dernier épisode, finalement, celui qui ment le plus, c'est Kevin. Puisqu'il fait comme s'il ne se connaissait pas, il s'invente une histoire pour pouvoir essayer de la reconquérir. Et Nora, elle, à aucun moment, elle rentre vraiment dans le jeu. D'un moment, elle finit par accepter, mais en clairement reconnaissant qu'il ment et qu'il est dans un jeu avec elle. Et le moment où finalement Nora va raconter cette histoire, et c'est pour ça que c'est déterminant pour moi, cette confession finale, elle arrive au moment où Kevin est honnête avec elle juste avant. C'est-à-dire, il va lui dire, bon écoute, c'est vrai, je t'ai raconté n'importe quoi, ça fait des années que je te cherche, j'en peux plus, quand je t'ai vu, j'ai paniqué, j'ai commencé à raconter cette histoire. Et donc c'est pile à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir à lui, c'est là qu'elle lui propose sa libre inté, et qu'elle lui confie finalement cette histoire si particulière. Parce que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, si on y réfléchit, il y a plein de choses qui sont incohérentes dans son récit, bien évidemment, et qui tendent à parfois se dire, du coup, probablement un mensonge, ou une histoire qu'elle se raconte pour dépasser un trauma. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose, qui est que pourquoi Nora raconte cette histoire à Kevin? Il faut se souvenir que la dernière fois qu'ils se voient de manière un peu franche et honnête avant cette scène, c'est leur dispute dans l'hôtel. Et Kevin lui dit justement, il faut que tu arrêtes en gros de ne pas accepter la disparition de tes enfants, parce que si tu continues comme ça, tu vas être très malheureuse. Et il lui dit, en plus, tu ne veux pas vraiment le faire parce que tu pourrais plus être une victime, tu devrais aller bien. Et il lui balance cette chose extrêmement violente qui va la troubler, la blesser terriblement. Et c'est comme si à la fin aussi, l'histoire de Nora était une réponse pour moi à cet échange qui était, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai,
le dépassement du trauma a été possible pour elle, peut-être par la fiction, peut-être par le mensonge en partie. Et du coup, le « je te crois » est peut-être à prendre aussi au sens du « je crois que tu as dépassé ton trauma plus que tu as voyagé dans une dimension alternative dont quelques pourcents de la population avaient survécu ». Et ça m'a rappelé, du coup, et c'est avec ça que je conclurai pour ma part, effectivement, une autre ambiguïté finale historique dans le cinéma, qui est l'ambiguïté finale de Les Lumières de la vie, qui est un film de Charlie Chaplin, dans lequel Charlot, le vagabond, tombe amoureux d'une aveugle, et par un concours de circonstances, elle croit qu'il est riche et qu'il peut la sortir de sa misère. Et lui, il ne va pas du tout lui dire la vérité, il va entretenir ce mensonge pendant tout le film, et à la fin, grâce à une opération miraculeuse, le personnage de la fleuriste, qui lui paye évidemment, retrouve la vue, pendant que lui est allé en prison. Et quand il sort de prison, il va la recroiser, sauf qu'elle ne l'a jamais vue, elle l'a seulement touché, et elle va finir par le reconnaître, et je vous montre rapidement cette scène finale dans ces derniers instants. Parce qu'à la fin, la fleuriste lui donne une fleur, et il va lui prendre la main pour lui glisser une pièce. Et en le touchant la main, elle comprend quelque chose, évidemment, qui est l'ordre de la révélation. Exactement. You can see now. Tu peux voir maintenant. C'est à quoi elle va répondre cette phrase extrêmement ambiguë. I can see now. Le film se finit sur cette image. Et à mon sens, il y a vraiment dans la fin de Leftovers quelque chose de similaire, avec le visage illuminé par la lumière, par les larmes de Nora Dost, qui à ce moment-là est un petit peu dans la même situation d'ambiguïté, c'est-à-dire que les phrases de Kevin peuvent être aussi interprétées à double sens, comme à la fin des Lumières de la ville, le I can see now peut vouloir dire oui, je vois vraiment qui tu es, je vois ton mensonge et je ne t'accepte pas, ou au contraire, je vois qui tu es, et malgré ton mensonge et malgré tout ce qui s'est passé, je t'accepte pour ce que tu es. Et cette ambiguïté finale, du coup, qui nous laisse les deux visages à l'écran, m'apparaît extrêmement intéressant, puisqu'il laisse justement sur les autoroutes de l'imaginaire, comme le suggérait Aurillac, l'interprétation de ce qui peut advenir par la suite. Et donc, Leftovers est une série qui continuera à hanter aussi notre esprit, parce que justement, ces visages-là peuvent être interprétés d'une manière totalement différente. Juste, du coup, pour conclure enfin, c'est peut-être finalement dans cette ambiguïté finale de Leftovers que nous avons aussi tout ce qui a été évoqué, comme je suis totalement d'accord aussi avec Malcolm et Sarah, sur toute la fin du monde, la question aussi de notre rapport à l'écologie, à l'environnement, c'est aussi cette idée de... Peut-être que l'une des problématiques de Leftovers, c'est que les gens sont tellement concentrés sur leurs problématiques personnelles qu'ils n'en voient pas les problématiques d'ensemble. Et que peut-être la question est d'abord de dépasser ces problématiques personnelles pour avoir une vision d'ensemble d'autres problématiques communes. Et ce que semble nous dire de Leftovers, c'est que tant que les traumas ne sont pas dépassés, il ne peut pas y avoir cette conscience collective qui est pourtant présente à la fin de Lost. Je vous remercie. Sarah. Merci vraiment, Virginie, et je trouve le parallèle avec le film Les Lumières de la vie vraiment est très très touchant. Et alors, est-ce que la résolution des traumas personnels devait venir avant la prise en compte des problèmes d'ensemble collectifs? Pour moi, clairement, non. Pour moi, c'est exactement la même chose que quand on reçoit des mails de l'université
disant gestion du stress. Ouais. Allez à cet atelier de gestion du stress. C'est-à-dire On a tous, hein. mettre la responsabilité sur l'individu de ses propres problèmes. Et alors que les traumas viennent du système Collectif. Ouais, ouais. Donc c'est mettre vraiment pour moi le problème là où on ne devrait pas être. Et quand tu dis vivre au présent, oui c'est très bon. Effectivement, les deux personnages, à ce moment-là, ils sont là tous les deux, ensemble, here and now, à profiter du moment présent. La question est, pouvons-nous, à l'heure actuelle, nous permettre de vivre au présent, de vivre en pensant au présent. Et tu sais, ça me fait penser à tout cette vogue de la méditation en pleine conscience, zen, yoga, développement psy-personnel, qui est une grande forme de dépolitisation, qui est une grande forme de déni, encore une fois, que les problèmes viennent d'un système. Les problèmes sont collectifs, ça vient d'un système de répartition des richesses qui ne va pas et qui crée les traumas, qui crée le burn-out, qui crée les problèmes personnels, ne doivent pas être vus comme la responsabilité des individus uniquement. Voilà. Bien sûr, et pour revenir juste sur ce que tu as dit, ce que je trouve intéressant dans The Last of Us, et tu me diras si je me trompe, c'est que le Sodome d'éparture, c'est un événement collectif aussi, l'évaporation des individus. Mais en fait, le Sodome d'éparture ne fait qu'accentuer les problématiques personnelles. Et les personnages se rendent compte qu'en fait, ils n'allaient pas bien avant, que déjà, il y avait un vrai problème. Et c'est aussi cette espèce de déni dont vous parliez aussi tous les deux tout à l'heure qui est intéressant, qui est aussi un déni collectif, mais parfois individuel, et on a l'impression que l'un ne peut pas se régler sans l'autre. Alors dans quel sens c'est là la question. Après, ça va être justement Totalement. Une vision politique du monde. Complètement. Qu'est-ce qui doit, que devons-nous traiter en premier? Bien sûr. Et tu sais, quand tu disais, tu citais Lindelof à dire est-ce que les gens peuvent s'attacher les uns aux autres puisque la personne peut disparaître à l'instant même. Ça, c'est ce que disait Claire il y a 2 ans. Le Sodome d'éparture est très banal en fait. C'est notre statut d'être humain. Nous pouvons disparaître à tout moment. Complètement. Et pourtant, on s'attache les uns aux autres. Bien sûr. Il y a quelque chose de très bizarre dans ce que dit Lindelof. De toute façon. Est-ce que c'est pas à comprendre du coup par rapport à ce que tu disais? C'est-à-dire, est-ce que si on sait que la fin du monde est là, on peut quand même s'attacher aux autres? Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça dans la fin de Last of Us. C'est-à-dire un petit peu, tu sais, on a parlé de Didi Offer aussi, qui pour moi est une fin qui, on a l'impression, est influencée par le final de The Last of Us, et où il y a cette discussion aussi entre deux personnages plus âgés dans un monde où on sent bien que la Terre a un visage de plus en plus triste et de plus en plus vers la fin du monde. Et un des personnages dit à un autre, tu peux peut-être pas empêcher la fin du monde, mais tu peux être là pour les gens que tu aimes. Et je me demande aussi s'il n'y a pas de ça dans cette discussion-là. C'est-à-dire, est-ce que finalement, si vraiment on est pessimiste, ce qui est aussi la série de Last of Us par moment, à outrance, que la fin du monde arrivera quoi qu'on fasse, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai l'impression aussi qu'il y a un peu de ça dans Last of Us, c'est sa fin en tout cas. Parce que Last of Us ne nous dit pas comment empêcher la fin du monde, j'ai l'impression. Elle nous dit juste qu'est-ce qui arriverait si la fin du monde justement était aussi pressante. Je ne sais pas si on doit parler de fin du monde, parce que le monde vivra peut-être. Oui, tu as exactement. La fin des humains, tu as totalement raison. C'est pas, la Terre ne va pas être détruite, c'est l'humanité qui va disparaître, absolument. Il faut être clair sur ça. Tu vois, les mots ont leur importance parce que les gens ont la réaction de dire qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'environnement et de la planète, alors qu'on ne se bat pas pour la planète, on se bat pour notre survie. Ouais, oui, le débat est mal formulé. Oui, complètement. Elle a vécu avant nous, elle vivra après nous. Absolument, ouais, complètement. Et peut-être qu'on peut réconcilier les deux côtés de Lindelof. Peut-être qu'il y a une cohérence quand même. Peut-être que pour lui, il y a effectivement une scission de l'univers, il y a deux mondes, mais il y a finalement impossibilité de voyage entre les deux. Ah oui, probablement. Mais c'est ce que disait très bien Florent tout à l'heure aussi sur la fin de la communication, c'est qu'on a l'impression que Nora peut-être s'invente effectivement une histoire. Mais exactement comme parfois des auteurs, comme Lindelof lui-même peut-être a utilisé The Leftovers pour aborder des traumas personnels, pour aborder des choses vécues. Parfois on a l'impression dans The Leftovers, il y a aussi quelque chose de ce qu'il a vécu sur la fin de Lost, c'est-à-dire il y a une réaction par rapport à ça dans son écriture, me semble-t-il.
Et que du coup, cette idée de mise en abîme que l'écriture permet toujours aussi de dépasser, ou en tout cas d'essayer, par cette forme-là de fiction, d'affronter ses propres problématiques personnelles. Et je trouve que ce que dit Florence Seller est très juste. Et ce qui rend le discours à la fin de Nora, pour moi, j'ai pas envie de le juger en fait, j'ai juste envie de me dire que c'est peut-être sa façon à elle de pouvoir finalement aborder le problème. Et tant qu'elle l'aborde, quelque part, moi je suis rassuré. C'est le déni absolu de ce problème-là qui me poserait vraiment question et qui me rendrait beaucoup plus pessimiste sur la fin. Mais après, ça c'est une question personnelle. Bravo déjà, parce que c'était vraiment passionnant. Puis c'est vraiment quand t'as montré aussi le montage, la scène de Grace, cette fiancée des mains. Et je voulais juste montrer, j'ai un petit défi quand je suis par l'équipe, alors c'est Kevin qui dit tu pourras appeler une victime et il faudra que tu ailles mieux. Oui. Et après, ça m'a fait penser à International Assassin en Patty, enfant, avant de pousser Kevin à pousser dans le puits. Elle répète, on a l'impression de toutes les critiques que des amis, et elle dit I don't know how to be happy. Et en gros, c'est ce que le reproche à Lynn, c'est une dépression. Et donc ça fait un parallèle entre Patty et Nora et Kevin et Lynn. Complètement. Je sais pas. J'ai pas du tout pensé, mais oui, tu as raison, j'ai pas du tout vu sur la ligne. Oui, absolument. C'est juste. Ouais. Et c'est aussi en voyant d'ailleurs je crois que c'est la scène de la dispute, qu'on a l'impression que la scène finale est une réponse aussi à la scène de la dispute. Enfin, la fameuse scène de séparation où elle prend feu littéralement comme leur relation. On a vraiment l'impression que la fin est aussi cette espèce de discussion des années après, en réponse aux vérités terribles qu'ils se sont dit tous les deux, parce que dans les mots qui sont prononcés, il y a une violence, mais il y a une vérité aussi. Et on a l'impression que dans l'histoire de Nora, il y a aussi cette part-là. Il y a une part de mensonge, une part de vérité, une part de fiction. Merci beaucoup. Merci. Le visage. C'est ça. Alors. C'est bien, on s'est mis à des confinements. Ouais, c'est super. Alors,